Ça marche. Ça marche. C'est bon? C'est parfait. Super. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Aïta Mbaye. Je suis la community builder du AI Hub Sénégal. AI Hub Sénégal, c'est le carrefour de l'écosystème IA au Sénégal. Donc, nous connectons tous les acteurs de l'écosystème IA. Euh, donc, aujourd'hui, nous organisons un webinaire sur l'humain et l'IA qui sera animé par M. Abraham Sadio. Donc, ce projet-là entre dans le cadre de notre projet CNEP IA, qui est un projet qui a été financé par l'ambassade de la France au Sénégal, soutenu par le ministère des Télécommunications, des Communications et du Numérique, et mis en place par AI Hub Sénégal. Donc, l'ambition de ce projet-là, c'est d'accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Donc, le projet CNEP IA tourne autour de trois composantes majeures. Donc, la première composante, c'est le renforcement des compétences et l'employabilité des jeunes. Donc, nous organisons des écoles chercheurs. Nous avons aussi des bourses de certification pour les jeunes diplômés en master IA ou data. Donc, pour cette composante, l'idée, c'est de renforcer l'expertise, les capacités pratiques des enseignants en data et IA, mais aussi l'employabilité des diplômés. Donc, il y a des bourses d'insertion. Et il y a la deuxième composante qui est le développement des usages. Donc là, c'est juste pour accélérer le développement des usages de l'intelligence artificielle dans les entreprises, les administrations publiques, mais aussi de multiplier les propositions de solutions et les opportunités de réalisation de prototypes. Après, il y a aussi la partie animation de communauté pour les utilisateurs, les passionnés de l'IA. C'est dans ce cadre-là que nous organisons ces webinaires et ces workshops. La troisième composante, c'est le soutien à l'écosystème entrepreneurial. Donc, nous avons des programmes pour soutenir les entrepreneurs. Nous avons le programme Jambal AI pour les entrepreneurs. Nous avons aussi le fonds d'amorçage. Donc, cette composante-là, l'objectif derrière, c'est d'accompagner le développement, la visibilité et la notoriété de la communauté et de l'écosystème entrepreneurial. IA, toujours. C'est des projets qui touchent à l'IA. Donc, comme je l'ai dit au début, AI Hub Sénégal fédère l'écosystème IA. C'est pourquoi nous travaillons avec les enseignants-chercheurs, avec les écoles-chercheurs. Nous avons aussi des programmes d'insertion pour les jeunes diplômés en IA et data. Nous avons des programmes de bourse, toujours pour les jeunes. Nous faisons aussi des activités d'animation de la communauté, comme les webinaires et workshops. D'ailleurs, nous avons un workshop ce samedi à DIT sur la production de visuels et de vidéos haut de gamme grâce à l'IA. Euh, donc, c'était ça pour le projet CNEP IA porté par AIEP Sénégal. Euh, Maintenant, nous voulons aussi remercier M. Abraham Sadio qui aujourd'hui est là pour animer ce webinaire-là. Donc, M. Sadio, il est expert formateur spécialisé en IA. Il est aussi enseignant dans l'enseignement supérieur avec plus de 20 années d'expérience dans la formation académique et professionnelle, aussi bien auprès d'étudiants que de cadres, d'ingénieurs et d'enseignants. Il est également certifié par des institutions internationales de référence telles que Google, IBM, Google Cloud, Indria, OpenAI Certiprof. Donc, les domaines d'expertise de M. Sadio couvrent notamment le machine learning, le deep learning, le NLP, traitement automatique de langage naturel, les grands modèles de langage LLM et l'IA générative, avec une attention particulière portée à leurs usages pédagogiques et professionnels. M. Sadio est chargé de cours dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur au Sénégal, notamment à Dakar et à Ziguinchor. Il est aussi consultant agréé auprès de l'Agence universitaire de la francophonie, AIF. Il intervient sur des enseignements liés à l'IA, ainsi qu'à l'algorithmique et aux structures de données et à la programmation. Il a également occupé des fonctions de responsabilité
académique, en particulier en tant que responsable de la filière Data Science et IA, où il a contribué activement à la conception de curricula de licence et master, au pilotage et à l'assurance qualité des formations. Monsieur Sadio est conférencier. Il est passionné par la vulgarisation scientifique de l'IA au sein de plusieurs établissements d'enseignement supérieur au Sénégal. Il est aussi l'auteur du tout nouvel ouvrage Choc des neurones, comment l'IA générative redéfinit le futur de l'éducation, dans lequel il analyse les transformations profondes induites par l'IA générative sur les modèles d'enseignement, les pratiques pédagogiques et le rôle de l'enseignant à l'ère du numérique avancé. D'accord? Donc, juste pour vous dire que notre intervenant du jour, c'est un expert du domaine. Ce webinaire-là sera très riche en échanges. Ça, moi, je n'en doute pas. Donc, préparez vos questions si vous en avez. Et bon, préparez-vous à vraiment discuter, échanger autour de l'IA et l'humain. Monsieur Sadio, à vous. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, 5 sur Ok, 5. parfait. Alors, je vais essayer de passer en mode diaporama pour... voilà, c'est parfait. Bonjour à Super. tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Madame Baye Aïta, pour cette invitation et également pour cette présentation qui m'honore et qui m'émeut également. Alors, le sujet ou le thème qu'on va discuter ou dont on va discuter aujourd'hui est un thème assez intéressant, mais qui n'est pas récent. Humain versus IA, qui va remporter le duel de l'intelligence? Autrement dit, qui remportera le duel de l'intelligence? Alors pourquoi je disais que c'est pas un débat récent? Parce qu'en réalité, c'est un débat qui a jalonné pratiquement toute l'histoire des révolutions technologiques que l'humanité a connues. Et Dieu sait qu'il y en a eu des révolutions technologiques. Aujourd'hui, on parle de l'IA, mais bien avant l'IA, d'autres révolutions technologiques ont vu le jour. Quand on prend, par exemple, comme premier exemple, celui de la vapeur, la machine à vapeur, lorsque l'homme a découvert ou a compris que la chaleur induite par la combustion pouvait entraîner un mouvement de translation qui lui-même entraînait un mouvement de rotation, autrement dit un déplacement, là, les humains, les scientifiques ont compris qu'ils pouvaient faire un pas en avant, un bond en avant en rapport avec tout ce qui était mécanique et en principal les moyens de transport. Voilà pourquoi cette machine à vapeur a rendu possible la création ou l'invention de trains à vapeur, mais également de bateaux à vapeur. Et cela a eu un impact considérable, non seulement sur la mobilité, mais également sur d'autres aspects techniques ou technologiques de l'époque que les humains ont connu. Par exemple, la machine à vapeur a rendu possible, si vous voulez, l'amélioration de la productivité ou l'accroissement de la productivité pour ce qui est, par exemple, tout ce qui était travaux, des travaux qui, au départ, étaient effectués par des humains, la seule force de leurs muscles. Ces travaux-là ont été finalement délégués à des machines qui avaient la capacité de pouvoir exécuter un certain nombre d'actions sans pour autant nécessiter une intervention humaine. C'est ainsi donc que la machine à vapeur a remplacé l'homme déjà dans certaines tâches. Mais remplacer l'homme, ce n'est pas vraiment remplacer l'homme, c'est plutôt elle a déplacé, si vous voulez, le centre d'intérêt ou les activités qui étaient dévolues jusqu'alors aux humains. Ça, c'était parmi les révolutions technologiques ou techniques. Ça, c'est l'une des premières révolutions qu'a connue l'humanité. Ensuite, on est passé au moteur à explosion. Ce moteur à explosion, c'est le moteur en fait qu'on appelle aussi le moteur à combustion interne. Un moteur qui est aussi appelé un moteur à quatre temps aujourd'hui. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle l'admission, la compression, l'explosion, la combustion et l'échappement. Et cet échappement-là provoque, si vous voulez, le mouvement d'un piston qui, lui, provoque un mouvement de translation, un mouvement linéaire, qui est entraîné par un vilebrequin qui permet un mouvement de rotation. Et cela également a permis, on va dire,
de moderniser certaines machines qui, à l'époque, étaient des machines soit uniquement mécaniques ou alors des machines à vapeur, comme on vient de le dire tout à l'heure avec la première révolution qu'a connue l'humanité en termes de révolution technologique ou technique. La machine, plutôt le moteur à explosion a permis un grand point en avant, un grand bond en avant, de sorte que tout ce qui était fait peut-être manuellement ou alors de manière typiquement mécanique avec les machines à vapeur a été maintenant délégué aux machines qui étaient mues de moteurs à combustion interne qui, bien entendu, étaient alimentés par des combustibles, par exemple le pétrole, l'essence, etc., qui, bien sûr, dérivent de ce qu'on appelle les énergies fossiles. Alors, qu'est-ce que cela a provoqué? Cela a provoqué une véritable rupture. Et cette rupture, c'est quoi? C'est une rupture dans la transformation des transports. Déjà, là, en passant de la force musculaire de l'homme, la force physique, pour ceux qui ont des déplacements, bien entendu, à la machine à vapeur, l'homme avait gagné ainsi en productivité par rapport aux machines qui devaient exécuter certaines tâches, mais également en vitesse ou en rapidité pour ce qui est de la mobilité, autrement dit, des voyages, des transports. En passant ensuite de la machine à vapeur au moteur à explosion, la vitesse a augmenté considérablement. Et cela, naturellement, a rendu possible la naissance de nouveaux métiers, depuis déjà, qu'on appelle ça encore la perforation depuis sur des plateformes de pétrole en haute mer, toute la logistique, toute la mécanique. Donc, de nouveaux métiers ainsi ont émergé. Et même avec la mécanique automobile, naturellement, ce sont des métiers qui n'existaient pas avant, mais qui désormais étaient des métiers qui devaient être occupés pas par des machines, mais plutôt par des hommes. Donc, déjà, cela met le point ou le doigt sur le fait que pratiquement depuis le début, les révolutions techniques qu'il y a eu à travers l'histoire de l'humanité ont été des révolutions qui ont provoqué des changements ou des mutations dans les habitudes humaines par rapport à leurs tâches, par rapport à leurs travaux d'alors. Et donc, cela pour montrer que cette invention ou cette révolution qui était le moteur à explosion n'a pas provoqué le remplacement de l'homme totalement, mais plutôt ça a décalé encore et ça redéfinit le rapport de l'homme par rapport aux machines, le rapport de l'homme par rapport à ces tâches qui étaient dévolues avant et le rapport de l'homme par rapport à son environnement immédiat. Après la machine à vapeur et le moteur à explosion, le troisième exemple que j'aimerais prendre pour ce qui est des révolutions techniques, c'est l'invention ou, si vous voulez, la découverte de l'électricité. Alors, cette découverte de l'électricité a permis de nombreuses inventions. Ces inventions-là, naturellement, ont eu un fort impact, principalement au niveau domestique. On a eu la lampe à incandescence, les ampoules, et puis on a également d'autres appareils qui ont vu le jour grâce naturellement à l'électricité, à l'invention de l'électricité pour sa découverte. Et cela, en fait, a rendu une innovation possible, une innovation systémique et, on va dire, structurelle. Et cette invention de l'électricité, cette découverte, ainsi que l'invention des machines qui ont été créées justement grâce à cette découverte de l'électricité, et ça a parcouru pratiquement le monde entier, le monde d'alors, bien entendu. Et cela, naturellement, a également augmenté la productivité de l'homme par rapport à certaines tâches, en particulier dans le domaine de l'industrie et de la mécanique. Bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, il y a également eu un fort impact au niveau domestique. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, quand on n'a pas de courant, eh bien, pratiquement aucun de nos appareils ne marche jusqu'à la connexion Internet. Pour vous dire combien cette invention en fait, a eu un impact considérable à travers les décennies, pour ne pas dire les siècles. Après l'électricité, qui est un déplacement, si on peut le définir de manière brute comme ça, est un déplacement d'électrons dans un champ, ou plutôt dans un circuit. Alors, les humains ou les scientifiques, pour être plus précis, les physiciens, ont découvert un troisième type de matériau. Parce qu'au départ, ce qu'on avait découvert quand on a découvert l'électricité, c'est qu'il y avait deux types de matériaux. D'une part, les matériaux qui ne laissaient pas passer le courant électrique, qu'on appelait des matériaux de type, qu'on appelle ça encore, isolant. D'autre part, il y a des matériaux qui, eux, pouvaient laisser passer le courant électrique, qu'on appelait donc des conducteurs. Mais quelques années après, ils ont découvert qu'il y avait un troisième type de matériaux qui, par moments, laissaient passer le courant électrique et par d'autres, ne le laissaient pas passer. On appelait des matériaux de type semi-conducteur.
Et principalement, on a deux types de matériaux semi-conducteurs. On a les types NPN et on a les types NPN et les types PNP. Alors, parmi ces matériaux de type semi-conducteur, il y a un qui principalement est la vedette, la star de ce qui est devenu aujourd'hui la technologie, autrement dit la technologie de l'informatique. Il s'agit de quoi? Il s'agit du silicium. Le silicium, bien entendu, ce n'est pas le seul semi-conducteur, il y en a d'autres, mais aujourd'hui, le silicium est la star, la grande star des nouvelles technologies parce que c'est grâce au silicium qu'on construit des processeurs ou des microprocesseurs. Et d'ailleurs, ces processeurs-là, principalement, sont composés de transistors qui, eux aussi, font partie de la catégorie des semi-conducteurs. L'informatique venait donc de voir le jour et l'informatique a permis d'automatiser le calcul et cela également a libéré l'esprit. Oui, parce que jusqu'alors, c'était des humains qui étaient aux commandes, aux manettes, avec des stylos, des craies par moment, sur de grands tableaux noirs, par exemple la NASA. Et avec l'avènement de l'informatique, ces calculs colossaux, astronomiques qui étaient exécutés à la main par la seule puissance de calcul de cerveau ou d'esprit humain, a été délégué à des ordinateurs. Et d'ailleurs, le mot ordinateur en anglais, c'est computer. To compute, c'est calculer. Donc, il s'agissait de calculateur à l'époque. Bien entendu, avec le temps, cette tâche principale de calculateur a été augmentée naturellement par d'autres tâches que l'ordinateur pouvait désormais exécuter, et d'ailleurs, bien mieux que l'être humain. Alors, on a donc connu là une transition carrément de la mécanisation physique à la numérisation du monde. Oui, effectivement, parce que le mot ordinateur, quand on regarde d'après son historique, l'historique de ce mot, l'historique en fait de ce mot, le mot ordinateur signifie et Dieu mis de l'ordre dans le monde. D'après les documents qu'on retrouve, hein, pour ce qui est de l'étymologie du mot ordinateur, ça a été donné par un philologue, professeur en linguistique français, Jacques Perret, qui, lui, en fait, a trouvé que c'était le mot qui devait convenir à ce qui, à l'époque, était appelé calculateur en anglais. Donc, ordinateur signifie et Dieu mis de l'ordre dans le monde. Et donc, cela a permis de déléguer plusieurs tâches qui étaient dévolues jusque-là à l'humain ou aux humains à la machine pour libérer son esprit, pour libérer ses facultés calculatrices et les attribuer ou les déléguer plutôt à autre chose que jusqu'alors l'ordinateur était incapable d'exécuter. Donc, il y a eu l'ordinateur, il y a eu ce qu'on appelle le concept de programmation avec des logiciels, et il y a également eu les réseaux, OK, avec ce que vous connaissez aujourd'hui, qui a beaucoup évolué naturellement, le modèle OSI, les TCP/IP, etc., qui permettent justement une interconnexion de machines à travers le monde par rapport à la taille du réseau, LAN, WAN, PAN, etc. Et cela, naturellement, également a évolué et a provoqué une sorte de révolution. Par exemple, je me rappelle de l'époque où, avant que nous connaissions Internet, il fallait, quand on devait envoyer un courrier dans un autre pays, il fallait acheter une enveloppe, il fallait acheter un timbre, une feuille de papier, un stylo. Après avoir bien écrit la lettre, il fallait la mettre, la plier en deux ou quatre, ça dépend, la mettre dans une enveloppe. Ensuite, aller acheter un timbre, mettre le timbre sur l'enveloppe, préciser l'adresse du destinataire et l'expéditeur, etc. Mais aujourd'hui, après avoir écrit son courrier en quelques minutes, en quelques secondes, on clique sur le bouton envoyer et le mail, il arrive à destination, quelle que soit la distance qui nous sépare ou qui sépare l'expéditeur du destinataire. Donc, c'est pour vous dire combien toutes ces révolutions techniques ou technologiques ont impacté le travail de l'homme, ont impacté également la productivité de l'homme quant aux tâches qui, au départ, étaient dévolues naturellement à des humains que des humains exécutaient de manière mécanique. Alors, le fait de déléguer ces tâches qui étaient au préalable destinées aux hommes à la machine a effectivement constitué un pont en avant, un grand bond en avant. Et vous constaterez que depuis le début des exemples de révolution technique ou technologique que nous sommes en train d'énumérer ou de passer en revue, à chaque fois, on est passé d'une amélioration à une autre et chaque nouvelle amélioration provoquait une une révolution qui provoquait une sorte d'amélioration de la productivité, un véritable bond en avant. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de révolution. Mais vous savez, lorsqu'on regarde ces différentes révolutions techniques ou technologiques qu'il y a eu, toutes ces évolutions-là ou révolutions ont été motivées par un seul point, articulé autour de trois axes. Libérer l'homme de tâches chronophages, répétitives et astreignantes. Je reprends.
toutes les grandes révolutions techniques ou technologiques qu'il y a eu depuis le début de l'humanité ont été motivées par un point qui s'articule autour de trois axes: libérer l'homme de tâches chronophages, répétitives et astreignantes. Chronophage, en chronophage, vous avez chronos, le dieu grec du temps, chronos, phage, phagie, donc consommer ou manger du temps, si vous voulez. Donc les tâches qui mangent, qui consomment énormément de temps, ça, c'est chronophage. Répétitif, bon, on sait hein, qu'on répète mécaniquement sans forcément avoir besoin de réfléchir. Et astreignante, c'est-à-dire des tâches qui sont lourdes, qui pèsent non seulement en temps, mais également peut-être en énergie et en attention. Donc, voilà en fait ce qui a motivé pratiquement toutes les grandes révolutions ou toutes les révolutions techniques ou technologiques qu'il y a eu depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et il n'y a donc aucune surprise de constater que l'intelligence artificielle à elle aussi ne fait pas d'exception. Autrement dit, l'intelligence artificielle également s'inscrit directement dans ce même ordre d'idées ou dans cette même optique. Elle a été travaillée, elle a été peaufinée, elle a été améliorée pour pouvoir faire quoi? Pour libérer l'homme de tâches chronophages, répétitives et astreignantes. Et ça tombe bien d'ailleurs, parce que voyez-vous, parmi les premières inventions, en guillemets, ou alors les premiers pas de l'IA, il y a eu un secteur qu'on appelle la robotique. Et connaissez-vous l'origine étymologique du mot robot? Eh bien, le mot robot, il dérive du mot robota en tchèque. Robota a été utilisé pour la première fois en 1921 par Karel Čapek dans une pièce de théâtre où justement l'acteur principal était Robota. Autrement dit, cette machine qui avait l'air plutôt humaine, pas vraiment, enfin, en fait, était pratiquement humanoïde, cette machine-là. Et c'est à elle qu'étaient dévolues les tâches mécaniques, astreignantes et chronophages que les humains devaient exécuter. Et donc, dès lors, Karel Čapek, qui a monté cette pièce de théâtre-là, imaginait déjà qu'il y aurait un monde ou un moment où les humains seraient déchargés de tâches chronophages et puis mécaniques répétitives et que ces tâches-là allaient être dévolues à des appareils, à des machines, à des robots. Donc, robota, voilà l'origine du mot robota. Et robota signifie travail. J'aimerais également continuer dans cette parenthèse pour essayer d'interroger l'origine étymologique du mot travail. Alors, travail, savez-vous d'où vient ce mot? Quelle est son origine étymologique? Travail, il vient de tripalium. Tripalium est un instrument, à l'époque, était un instrument de torture, un instrument qui était utilisé en fait pour torturer. Il avait trois pieds. Et il dérive de tripalare qui signifie torturer. Donc, c'est pour vous dire l'ambiance qu'il y a toujours eu dans le travail. Le travail a toujours été accompagné d'une connotation négative, de souffrance, de difficultés, voilà, etc. Donc, voilà pourquoi, très tôt, les humains ont imaginé un monde où existerait une machine qui serait capable d'exécuter des tâches dévolues à des humains, jusque-là, des tâches répétitives, chronophages et astreignantes. Cela dit, il faut dire que l'IA a connu quand même une certaine évolution. Parce que si l'on doit remonter un peu plus loin, en rapport avec ce qu'on appelle IA réellement ou intelligence artificielle, basée sur le fonctionnement de neurones dits artificiels, l'IA, en fait, on peut dire qu'elle remonte, son existence, sa naissance remonte à 1943. En 1943, dans un article qui a été coécrit par Warren McCulloch et Walter Pitts, pour la première fois, dans cet article-là, on notait le mot neurone artificiel. Donc, on peut dire à juste titre que c'est de là qu'est partie l'idée, enfin, pas l'idée, mais que c'est de là qu'est né réellement le concept d'intelligence artificielle. Parce que nous savons que l'IA est basée sur le fonctionnement de neurones dits artificiels, qui sont en fait la modélisation du fonctionnement d'un neurone biologique, c'est-à-dire avec des entrées, des sorties, ou bien une sortie, des dendrites, des synapses, etc. Alors, en 1950, c'est-à-dire 7 ans après cet article qui a été coécrit par Warren McCulloch et Walter Pitts, en 1950, comment il s'appelle encore? Turing. Voilà. Turing, qu'est-ce qu'il dit, lui? Alan Turing. Il réfléchit et on va dire qu'il réfléchit à ce que pourrait être une machine dite intelligente. Alors, il a inventé un test dans lequel 3 entités sont dans une grande salle, mais séparées par des cloisons. Donc, ça veut dire qu'aucune entité ne sait qui est derrière l'autre cloison. 3 entités séparées par des cloisons.
chacune discutant avec les deux autres, durant un certain laps de temps, si une machine faisant partie de ces trois entités, à l'insu des deux autres entités qui sont, elles, humaines, une machine qui serait capable, dans un temps raisonnable, de maintenir une discussion ou un échange, un dialogue avec les autres, sans qu'aucun d'autre de ces deux humains-là ne sache qu'il s'agit d'une machine, alors cette machine-là serait déclarée une machine intelligente. Et c'est comme ça qu'est né ce qu'on appelle le test de Alan Turing, qui aujourd'hui est encore très connu du milieu des informaticiens. En 1956, c'est-à-dire 6 ans après, lors de la conférence du Dartmouth College, il a été fixé, il a été amendé pour la première fois que l'intelligence artificielle ferait partie désormais comment dire, des disciplines scientifiques dignes de ce nom. Donc, la naissance, on va dire, officielle du point de vue administratif, si vous voulez, avec les scientifiques de l'époque, c'était lors de la conférence du Dartmouth College, c'est-à-dire en 1956. L'IA a eu naturellement des évolutions. Il y a eu des hivers de l'IA, c'est-à-dire des moments durant lesquels ils se sont heurtés à des impasses. Par exemple, leur incapacité à pouvoir raisonner ou à pouvoir parler, parce qu'à l'époque, les gens ne parlaient pas. Et donc, tout cela, en fait, a constitué les différents hivers de l'IA ou que l'IA a connu, périodes durant lesquelles les recherches ont été stoppées parce que les grandes puissances de l'époque, telles que les États-Unis et d'autres pays, avaient gelé carrément tous les investissements ou bien toutes les subventions qu'ils avaient accordées à l'époque aux chercheurs et aux scientifiques, en particulier ceux qui étaient spécialisés dans l'IA. Donc, voilà un peu comment ça a évolué. Et ensuite, on peut arriver à 2012, 2010, 2012, avec l'apparition de ce nouveau paradigme qu'on appelle l'apprentissage automatique, si vous voulez, qu'on appelle aussi machine learning. Quelques années plus tard, il y a eu la naissance du deep learning. Puis, au début des années 20, il y a eu ce qu'on appelle la technologie des transformers, avec naturellement les LLM, etc. Et aujourd'hui, depuis le 30 novembre 2022, nous connaissons ou nous vivons une véritable rupture, on va dire, de paradigme, ce qu'on appelle une disruption. Autrement dit, le paradigme de l'IA a complètement été modifié depuis le 30 novembre 2022. Ça a été connu de tous lorsque Sam Altman a déclaré dans une émission, il a déclaré, dans une prise de parole, il a déclaré la naissance officielle de ChatGPT. Voilà en fait comment est née cette nouvelle IA ou ce nouveau paradigme d'IA qu'on appelle l'IA générative. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une IA générative? Une IA générative est une IA qui est capable de comprendre le langage humain, que ce soit sous forme textuelle, sous forme vocale ou orale, mais également images et vidéos. Cette IA-là est capable, l'IA générative, est capable de comprendre un message codé dans ces différents formats et de répondre également en se servant du même support de communication qui lui a été soumis. Et c'est là vraiment que l'IA ne s'est plus contentée seulement de répéter intuitivement ou bêtement ce qu'on programmait en son sein dans les algorithmes, mais les IA étaient capables, en guillemets, d'apprendre par elles-mêmes. Et c'est là que l'IA s'est mise également, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à penser, entre guillemets, à apprendre et à pouvoir également avoir un certain ressenti, une perception de son environnement par rapport aux informations, aux données qu'on lui soumet. Alors, cela, naturellement, a été une véritable rupture épistémologique, mais également psychologique, parce que l'homme a été touché en plein cœur dans son ego. Je me rappelle, je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui ont également vécu cet événement historique en 1997, lorsque Garry Kasparov, champion du monde incontestable et incontesté de l'époque, de jeu d'échecs a été battu par Deep Blue. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de cette époque. Personnellement, moi, j'étais choqué et j'étais déçu parce qu'à l'époque, naturellement, j'avais une vision assez fermée de ce qu'était réellement l'intelligence et je me disais qu'il était impossible pour une machine créée par l'homme de pouvoir battre l'homme lui-même, surtout un champion comme lui. Et ça a été, bien entendu, ça a été répété avec Lee Sedol, qui a été battu également, le champion du monde de Go, qui a été battu aussi par une autre intelligence artificielle. Mais cela, en fait, met le doigt sur quelque chose de particulier. Ça veut dire quoi? Concrètement, que signifie le mot intelligence? Lorsqu'on met en opposition ou en compétition l'homme à l'IA, en se servant comme de mot principal, intelligence, de quoi cette intelligence est-elle le nom? De quoi cette intelligence est-elle le nom? Parce qu'en réalité, il faudrait d'abord qu'on tombe d'accord sur l'acception que l'on donne à intelligence avant d'opposer l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle.
Alors, tenez par exemple, quand on parle d'intelligence, l'intelligence c'est quoi pour une machine? Si pour nous, l'intelligence a pour définition la capacité à stocker un nombre impressionnant ou astronomique d'informations de manière permanente, oui, on peut dire que dans ce cas, la machine est plus intelligente que l'homme. Si pour nous, intelligence signifie la capacité de traiter un nombre impressionnant de calculs sur des informations à une vitesse grand V, oui, la machine est beaucoup plus rapide que l'homme en termes de calcul, il faut le dire, parce que les processeurs sont extrêmement puissants aujourd'hui. Dans ce cas, si c'est ça pour nous la définition de l'intelligence, oui, on peut dire qu'effectivement, la machine est plus intelligente que l'homme. Maintenant, à contrario, si pour nous, le mot intelligence signifie plutôt empathie, si le mot intelligence signifie plutôt sens de la responsabilité, si le mot intelligence signifie plutôt pour nous, comme par exemple, c'est le cas avec, comment il s'appelle, Howard Gardner, qui parle de 8 intelligences, il dit que pour lui, l'être humain, les humains sont dotés de 8 types d'intelligence différentes. L'intelligence verbo-linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence musicale, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, etc., etc. Alors, vous voyez que déjà, en citant ces différents types d'intelligence-là, les IA jusque-là sont dénués de la plupart de ces intelligences-là. Par contre, si l'on prend le cas de l'intelligence, qu'on appelle ça encore verbo-linguistique, oui, aujourd'hui, avec les NLP, les machines sont capables de parler. Bon, parler entre guillemets, c'est-à-dire de manière statistique, enfin, probabiliste, elles sont capables de construire des phrases en réponse à des questions qu'on leur pose. D'accord. S'il s'agit pour nous de prendre le cas ou l'exemple de l'intelligence logico-mathématique, oui, en termes de calcul, les processeurs sont beaucoup plus forts que nous. Mais est-ce que c'est seulement à l'intelligence logico-mathématique et à l'intelligence humaine que toute l'intelligence se réduit? Alors là, la question, elle se pose. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, le plus important, ce n'est pas forcément, c'est pas forcément de savoir qui est le plus fort, parce que quoi qu'il en soit, c'est comme si vous voulez comparer, par exemple, une voiture de type bolide, un bolide de course, à un 4x4. Vous comprenez que la comparaison, elle ne tient pas, parce que simplement, les deux voitures ont des fonctionnalités différentes, ont qu'on appelle ça encore, des raisons d'être totalement différentes. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de savoir choisir laquelle de ces deux voitures-là utiliser pour des cas particuliers. C'est un peu pareil avec l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Donc, il faut dire que c'est vrai que cette propension de l'être humain à vouloir mettre en opposition l'intelligence humaine à celle de la machine, ça a toujours été en fait un fantasme qui a été nourri à travers les âges, à travers les différentes révolutions technologiques. Mais on constate que depuis lors, jusqu'au jour où nous sommes en train de parler, l'intelligence humaine, à bien des écarts, quand on prend son acception dans le sens général, dans le sens généraliste, naturellement, jusque-là, les humains sont bien en avance dans beaucoup de domaines. Quand on prend le cas de l'empathie, aujourd'hui, il n'y a aucune machine qui soit capable vraiment de manifester l'empathie. C'est vrai qu'il y a des IA qui sont en train d'être conçues pour essayer de mimer ou d'imiter certaines émotions, mais l'empathie de la vraie, le sens de la conscience, le sens de l'existence, ça également, ça marque l'intelligence qui aujourd'hui, jusque-là, n'est dévolue qu'à l'être humain. Donc, la question c'est, sommes-nous vraiment en compétition avec l'intelligence humaine? Ou alors, est-ce que nous nous servons de l'IA comme d'une aide pour pouvoir augmenter notre productivité? Comme ça a été le cas pratiquement durant toutes les révolutions technologiques qu'on a énumérées depuis le départ, depuis la machine à vapeur, le moteur à explosion, l'électricité, l'informatique avec l'ordinateur, etc. Et chose bizarre, jamais la question de supériorité de l'un par rapport à l'autre n'a été aussi importante que ça l'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, les humains se sont rendus compte que tout ce qui, à l'époque, leur appartenait, c'est-à-dire la capacité de réflexion, de réfléchir, de penser, entre guillemets, on va dire plutôt de réfléchir, cette capacité-là, en fait, de parler également, qui n'était dévolue, n'était l'apanage que de l'être humain, aujourd'hui, a été envahi par l'espace des IA. Et ça bouleverse complètement, si vous voulez, notre place par rapport à l'anthropologie, mais également notre rapport à la connaissance par rapport à l'épistémologie. Donc, c'est certainement pourquoi, aujourd'hui, de nombreuses personnes à travers le monde craignent, ont beaucoup de craintes, ont une certaine hantise par rapport à l'avancée fulgurante de l'intelligence artificielle. Alors,
La question qu'on va peut-être se poser, c'est celle-ci. Au lieu de se dire humain versus IA, qui remportera le duel de l'intelligence? Peut-être que la question, la vraie, la meilleure ou la bonne serait quel genre d'humain voulons-nous être à l'ère de l'intelligence artificielle? Je vous remercie et certainement après vous aurez des questions à poser, on pourra échanger. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Sadio. Merci pour cette présentation très riche. Euh, Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions, allumez votre micro ou bien mettez-les sur le chat. Je crois qu'on a une question de Momodou Lamine Biaye. Mhm. Il dit, est-ce que l'intelligence peut être artificielle? Ok, merci beaucoup, M. Biet, pour cette question. Justement, de nombreuses personnes, enfin de plus en plus de personnes posent la question, est-ce qu'une intelligence peut être artificielle? En fait, je pense que tout cela revient à vraiment camper le décor de ce que nous arrêtons comme acception de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quelques exemples. Est-ce que c'est la capacité de calculer de manière rapide? Est-ce que c'est la capacité de pouvoir stocker des informations astronomiques en termes de quantité et de manière permanente? Est-ce que c'est plutôt la capacité de pouvoir entrer en interaction avec autrui, ce qu'on appelle l'intelligence interpersonnelle? Ou alors est-ce que c'est la capacité de se connaître soi-même, ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle de Howard Gardner? Donc ça dépend. Ça dépend réellement de ce qu'on entend par intelligence. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, enfin, depuis même l'avènement de l'IA, il y a eu une sorte de buzz qui a été nourri exprès parce que le mot intelligence en anglais n'a pas la même signification que le mot intelligence en français. Parce que le mot intelligence en anglais, c'est concrètement c'est quoi? Il s'agit plutôt du renseignement de l'information. Et c'est ça, hein, quand on prend par exemple la CIA ou la CIA, OK, Central Intelligence Agency. Vous voyez là, il y a intelligence, mais ça n'a rien à voir avec intelligence en français. Donc déjà là, il y a une première chose qui a galvaudé la signification, le sens même du mot intelligence, qui a été en fait, on va dire, transposé tel quel de l'anglais vers le français. Donc déjà là, il y a un premier travail de linguistique qu'il faudrait d'abord asseoir avant de pouvoir répondre à cette question, qui est très, très intéressante et très vaste. D'accord, merci. Maintenant, pour la deuxième question de Monsieur Biaye, c'est, y a-t-il des comparaisons entre l'humain et l'IA? Qui a En fait, précédé l'un à l'autre? pardon, j'ai pas compris. Allô? Allô, oui. Oui, excusez-moi, vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Monsieur Biaye a dit qui a précédé l'un à l'autre. Bon, qu'est-ce qui précède l'IA ou l'humain? Bon, si l'on part du postulat que nous sommes, que l'être humain est l'auteur de toute machine, y compris de l'IA, je pense que l'antériorité de l'homme est tout à fait évidente. Je ne sais pas si c'était le sens de sa question. Ouais. Maintenant, y a-t-il des comparaisons entre l'humain et l'IA? C'est bon. Oui, alors les comparaisons, on peut toujours en faire, hein. On peut toujours en faire. Par exemple, quand il s'agit de traiter des informations d'une très grande volumétrie, c'est-à-dire d'un très grand nombre, de faire des calculs, etc., c'est vrai que les machines, même pas l'IA, mais juste les processeurs que nous avons dans nos machines sont beaucoup plus rapides que nous. Donc déjà, on peut faire une comparaison là-bas, mais je reviens toujours à l'acception ou à la définition que l'on devrait ou que l'on peut retenir de l'intelligence. C'est ça, en fait, le vrai problème. Et c'est un problème nodal qui, tant qu'il ne sera pas résolu, on ne pourrait pas vraiment, de manière absolue, établir de comparaison qui tienne entre l'intelligence humaine, autrement dit le cerveau de l'homme et le cerveau, plutôt, et les neurones artificiels. D'accord. Merci. Il y a Saïd Dem qui dit,
Qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'adapter à l'IA alors? Il faut se former. Se former, ça commence d'abord par s'informer. S'informer de ce que c'est que l'IA, parce que beaucoup de gens ne savent pas réellement ce que c'est que l'IA. Hier, je discutais en fait brièvement avec un artiste, un très grand choriste, hein, qui avait animé lors de l'une de mes interventions, c'était le 13 et 14, les 13 et 14 novembre 2025, au niveau du monument de la Renaissance. Et hier, il me disait, mais j'aimerais me former à l'IA. J'étais un peu surpris. Je dis, ah bon, et pourquoi? Il dit non. Au début, je pensais que c'était quelque chose bon, qui n'était pas très important et tout. Je me disais, bon, c'est un truc qui n'est pas très clair, ça peut être de l'arnaque, donc je n'ai pas voulu toucher à ça. Et aujourd'hui, je vois que des collègues artistes font des choses merveilleuses grâce à l'IA et je voudrais m'y mettre. Donc, parfois, c'est le manque d'information, le fait de ne pas comprendre ce que c'est que réellement l'IA, comment ça fonctionne. C'est vrai, il faut aussi connaître les dangers, comment on appelle ça, les enjeux, les risques, etc. Mais il faut d'abord s'informer, se former ensuite. Et je pense qu'avec ça, chacun sera maintenant capable de décider de comment utiliser l'IA de manière éthique et responsable. D'accord, merci. Samsung SM a levé la main. Merci de poser ta question. Je peux allumer ton micro. Samsung SM. Les autres, vous pouvez allumer votre micro pour que ça soit vraiment un échange. D'accord? Allumez vos micros et posez vos questions. Alors, Monsieur Sadio, on dirait que soit ils ont faim, soit ils ont peur d'allumer le micro. OK, il y a une autre Je pense question que, qui dit, Mhm. quels sont, selon vous, les principaux freins à l'adoption de l'IA dans la pratique clinique et comment les chercheurs peuvent anticiper ces obstacles dès la phase de conception des modèles? Bon, la partie clinique, je pense que quand on parle de clinique, on parle forcément de santé. La santé, on sait qu'elle est assujettie à en tout cas, à plusieurs règles qui relèvent la confidentialité. Il y a l'éthique également qui peut intervenir, hein. L'éthique, d'ailleurs, c'est pratiquement la discipline aujourd'hui de l'IA qui fait beaucoup parler d'elle, surtout pour ce qui est de la partie, la partie, le droit du numérique, etc., parce que l'IA intervient. Donc, pratiquement, à mon avis, c'est surtout l'éthique. Les aspects, oui, les aspects éthiques et les aspects également protection des données. Ça, c'est extrêmement important parce que les IA sont nourris à partir de données et suivant les IA, il y a des manipulations qui sont faites et ces IA-là ne sont pas sont des IA propriétaires, c'est-à-dire sont des entreprises qui sont là, qui ont créé ces IA-là. Donc, ça veut dire que forcément, quand on utilise une IA quelconque, ces entreprises détiennent également les informations que mettent ou bien que donnent leurs utilisateurs sur ces plateformes-là, des IA. Donc, les aspects protection des données, confidentialité, éthique, pour moi, sont les principaux aspects à considérer pour ce qui est de l'IA, plutôt oui, l'IA dans la partie clinique. D'accord. Il y a une autre question de Cham qui dit, n'est-ce pas plutôt l'intelligence de l'homme qui se développe de plus en plus? Alors, ça, c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que, vous voyez, tout à l'heure, lorsque j'ai énuméré un certain nombre de révolutions technologiques, techniques qu'il y a eu à partir de la machine à vapeur, le moteur à explosion, etc., etc., chacune de ces révolutions, chacune de ces découvertes ou de ces inventions qui ont été en fait rendues possibles grâce à ces révolutions-là, a créé de nouveaux métiers. Et qui dit nouveau métier dit nouvelle maîtrise, autrement dit, une nouvelle capacité. Et naturellement, l'homme, à travers ces différentes révolutions, a été obligé de s'adapter à ces révolutions, à ces inventions qui étaient rendues possibles par ces révolutions-là, et donc d'apprendre, à manipuler, à utiliser à bon escient ces appareils-là qui étaient inventés, mais également à les réparer. Et aussi d'autres, à les concevoir et à en fabriquer d'autres améliorés. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, parce que l'apprentissage nécessite forcément l'usage
de nos neurones, notre cerveau, de nos neurones, surtout la partie intellect. Et on sait que chaque apprentissage, autrement dit, chaque connaissance acquise ou validée, elle se fait au travers de la connexion ou du renforcement de connexion qui est entre des neurones via des synapses. Donc oui, on peut dire que, oui, de ce point de vue-là, oui, je pense qu'on peut dire que l'IA aujourd'hui nécessite, ou plutôt incite les humains à apprendre davantage, à apprendre de nouvelles choses, parfois assez complexes, mais donc à devenir de plus en plus intelligents. Ok, merci, Monsieur Sadio. Alors, il y a Ahmad J qui demande, c'est quoi l'utilité de l'intelligence artificielle dans le numérique? Aujourd'hui, c'est le cœur. J'ai envie de dire que c'est le cœur. Parce que l'IA a ébranlé tous les domaines. C'est pas seulement le numérique, hein. L'IA a ébranlé mais totalement tous les domaines. Ici, au niveau de l'Université Saint-Sec, je travaille avec des juristes qui sont intéressés au droit numérique, mais en particulier avec l'éthique de l'IA. Je travaille avec des anthropologues, avec des physiciens, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire que l'IA aujourd'hui, c'est pas seulement dans le numérique, hein. Ça a bouleversé complètement tous les secteurs, et en particulier le secteur de l'éducation. Voilà pourquoi, justement, c'est mon cheval de bataille et que j'œuvre pour que ce soit quelque chose qui soit encadré. Et c'est ce qui a motivé justement l'écriture de ce livre dont a parlé tout à l'heure Madame Bay lors de ma présentation à l'introduction. D'accord, merci, Monsieur Sadio. Maintenant, il y a Dabo qui demande, peut-on structurer l'IA de sorte à pallier au chômage dans certains domaines? Peut-on structurer l'IA de manière à pallier au chômage dans certains domaines? Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Peut-être que, enfin, moi, ce que je comprends dans la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour réduire le taux de chômage? Enfin, Oui, de je crois que c'est manière ça. triviale. OK, ben oui, mais on n'a même pas besoin, même avant même l'IA, le numérique déjà, le marketing digital, etc. Bon, c'est vrai que c'était un peu restreint, mais aujourd'hui, justement, l'IA, mais vous savez, il y a tellement de nouveaux métiers qui sont nés de l'IA aujourd'hui, l'IA générative, hein, je veux dire. Il y a le prompt engineering, ce sont des gens qui sont capables d'écrire des prompts efficaces, applicables dans n'importe quel métier. Et c'est des gens qui n'ont même pas de compétences forcément dans la conception des IA, les concepts mathématiques qui sont derrière, le machine learning. Ils n'ont même pas besoin de ça. Eux, leur compétence, on appelle ça la littératie algorithmique ou la littératie, si vous voulez, des IA. Autrement dit, leur capacité à comprendre l'IA et à comprendre comment l'IA fonctionne, comment l'IA répond à des questions. Et c'est ainsi que eux également sont capables d'adresser à l'IA, n'importe quelle IA, hein, peu importe laquelle, des questions précises pour obtenir des résultats précis et efficients. Donc ça, c'est aussi une compétence. Entre autres, hein, il y a d'autres. Aujourd'hui, par exemple, on parle de spécialistes de la sécurité des IA, etc., etc. Donc, je pense que, mais en fait, ça va toujours demander qu'on se forme. Ça, c'est primordial. On ne peut pas se former. Plutôt, on ne peut pas tirer son épingle du jeu, créer de l'auto-emploi avec l'IA sans se former. Et c'est valable pour tous les domaines également. Merci. D'accord. Il y a Fatoumata Yalkouye qui demande si l'IA devient plus performante dans plusieurs domaines, comment redéfinir la valeur du travail humain? La question, c'est est-ce que c'est parce que le travail est fait ou exécuté par l'humain qu'il a de la valeur? Je pense que c'est ça la vraie question. Est-ce que c'est vraiment parce que le travail a été exécuté par l'humain qu'il a de la valeur? Tout à l'heure, j'ai mentionné le mot, en fait, l'origine du mot travail, tripalium, tripalare et esmum torture. Donc, le travail durant les âges, durant les siècles, à travers les âges, le travail a toujours évoqué cet aspect, cette connotation de difficulté, de douleur, de souffrance, etc., de peine. Et nous sommes tous d'accord que personne n'aimerait être peiné, surtout si c'est pour gagner peu ou pas du tout. Donc, s'il y a des machines qui sont capables de nous libérer de tâches de ce genre, de type chronophage, répétitive et astreignante, pourquoi pas? Maintenant, la vraie question, c'est comment se servir des technologies qui nous sont proposées pour pouvoir exécuter efficacement son travail. À mon avis, c'est ça vraiment le débat. D'accord. Maintenant, l'autre question de Fatoumata, c'est l'humain doit-il fixer des limites au développement de l'IA? Alors,
c'est une question d'actualité. Parce qu'il y a quelque temps, il y a des acteurs de l'IA qui sont levés et qui ont demandé qu'on mette un stand-by ou bien une pause aux recherches dans l'IA, etc. Il y a même eu deux ou trois qui ont fait un sit-in devant Google, oui, c'était devant Google et Anthropic, pour demander à leurs PDG respectifs de mettre une pause aux recherches de l'IA à cause de certaines craintes qu'ils avaient. Mais vous savez, aujourd'hui, l'IA s'est émancipée de tout cela parce que l'IA est devenu aujourd'hui un secteur, c'est le secteur principal pour ce qui est de la géopolitique et de la géostratégie à travers le monde. Je ne sais pas si vous suivez très bien ce qui se passe dans l'actualité de l'IA, mais tous les jours, je vous dis, tous les jours, il y a des rebondissements, il y a de nouvelles choses avec l'IA. L'année de 2023 à 2025, on parlait beaucoup d'IA générative, mais depuis 2025, l'année dernière, depuis pratiquement les mois de juin, juillet, on parle d'IA agentique. On est passé à un autre niveau d'IA. C'est un truc de malade. C'est pour dire qu'en fait, aujourd'hui, il est quasiment impossible d'arrêter. Parce que même si de façade comme ça, les gens vous diront, ou les chercheurs, ou plutôt les firmes qui sont dans l'IA vous diront peut-être oui, on va marquer une pause d'un mois, 2 mois, mais honnêtement, est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont le faire en interne? Moi, je ne pense pas. Parce que simplement, c'est devenu le nerf de la guerre pratiquement pour tout ce qui est géopolitique, géostratégie. Et vous voyez, ça se ressent entre les États-Unis et la Chine actuellement. Il y a une véritable guerre. Donc, est-ce que vraiment on pourra le demander et est-ce que ce sera fait d'arrêter les recherches ou bien de limiter? J'en doute fort. Après tout, c'est possible, hein. Je ne suis ni devin ni prophète, mais quand je regarde ce qui motive ces recherches et cette course effrénée à l'IA et ses applications, surtout dans le domaine économique, mais aussi militaire, parce que ça, c'est une partie qu'on ne dit pas, mais du point de vue également militaire, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Est-ce qu'ils vont arrêter? La question, elle demeure. D'accord. On prend. Est-ce que Omar Laisso est là? Il dit qu'il veut intervenir. Tu peux allumer ton micro, sinon, Oui, oui, je sur suis Insta. là. Vous m'entendez? Ok. Oui, oui, allez-y. Bonsoir à tous et merci pour cette belle présentation. Moi, actuellement, je suis un peu perplexe hein, pour notre avenir. À part mais une analyse en toute objectivité des conséquences majeures des IA. Ça fait peur, non? Moi, compris, je travaille presque à 24 avec les IA. Toutes mes tâches sont assistées par les IA, hein. Et c'est une bonne chose. Je dirais que des fois, j'ai tendance à croire que ma capacité cognitive n'est pas utilisée de façon optimale, sans dire maximale, mais plutôt de façon minimale. La faute à qui? Ben, je dirais la faute, je ne dirais pas la faute, c'est l'IA, mais c'est plutôt moi-même le fautif. Actuellement, les IA sont devenues incontournables, certes, dans notre vie. De ce fait, une limitation devrait s'imposer, ben, en commençant par l'utilisateur lui-même. Il doit en effet savoir utiliser avec modération et avec responsabilité ces outils révolutionnaires. Et dans ce contexte, je demandais à M. Sadio, lui, il est expert dans les IA. Quelles sont les démarches à faire pour mieux utiliser ces IA et surtout les utilisateurs lambda, nos petits frères, nos sœurs, nos parents? Comment pourrons-nous les sensibiliser dans ce contexte? Parce que ça fait peur hein, pour des vrais. Ben, c'était ça ma question en fait. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur, pour votre intervention et votre contribution, et également pour vos inquiétudes. Elles sont tout à fait légitimes. Vos inquiétudes sont légitimes. En parlant de les risques, des risques dus à l'usage de l'IA, à la diminution peut-être de l'usage de nos facultés intellectuelles ou cognitives. C'est vrai que ça, de nombreuses personnes décrivent ce phénomène également. Mais vous savez, euh, je ne sais pas si vous étiez là depuis le début, mais chacune des révolutions que j'ai citées ou que j'ai énumérées a provoqué un déplacement, si vous voulez, de l'activité humaine. Autrement dit, ça a provoqué une sorte de translation. Les tâches que l'humain ou les humains faisaient à l'époque ne sont plus celles que ces mêmes humains font
après chacune des révolutions, parce que c'est délégué aux machines, et les humains, maintenant, vont s'attaquer à d'autres choses que les machines ne peuvent pas encore faire. Pourquoi je dis tout ça? C'est pour dire simplement que il y a des domaines, par exemple, où jusque-là, jusqu'au moment où je parle, parce qu'après, ça peut changer. Hein. Là, on est le 25 février 2025, 2026 plutôt. Et pour l'instant, la créativité, la vraie, je ne parle pas d'IA qui essayent d'imiter des tableaux, etc. Ça c'est autre chose. Hein. Mais la vraie créativité en termes artistiques, en termes de peinture de tableau, en termes de dessin, en termes de poèmes, en termes de littérature, en termes, la créativité, jusque-là, la vraie créativité, elle demeure l'apanage de l'homme uniquement. Alors, les humains pourraient, par exemple, utiliser leur créativité, qui les distingue aujourd'hui de l'IA, parce que l'IA en est encore incapable, pour faire de nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles choses, pour créer de nouvelles choses. Là, par exemple, c'est quelque chose que les humains pourront faire pour occuper leur cerveau à bon escient, pour que ceux-ci, donc leur cerveau, n'en viennent pas à dépérir hein, du point de vue capacité cognitive. Pour parler vous avez dit, hein, nos enfants, nos neveux, nos nièces, etc., qui utilisent les IA, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Mais cette même peur, elle existait bien avant l'apparition ou, on va dire, la démocratisation de l'IA. Elle existait où? Tout d'abord avec la télévision. Nos parents ont tout fait, on se rappelle bien, pour nous comprendre les enjeux qu'il y a à savoir utiliser la télévision ou à savoir gérer son temps de manière réfléchie. Savoir quand est-ce qu'il faut regarder ou quand est-ce qu'on peut regarder la télévision ou bien quand est-ce qu'on doit plutôt se concentrer sur ses leçons, etc. Donc, il y a également l'apparition des smartphones. Aujourd'hui, quand on regarde sur TikTok, par exemple, ce média social qui est en train de détruire beaucoup dans la jeunesse. Mais TikTok aujourd'hui est utilisé par des jeunes. Est-ce que vous savez combien de temps en moyenne chaque enfant ou chaque jeune adolescent utilise TikTok? Le minimum, c'est 8 à 10 heures. Et ça, c'est durant les semaines de cours. Ça veut dire que même à l'école, les enfants ont TikTok aujourd'hui. Alors, est-ce que la crainte des jeunes ne doit pas se situer à partir de là? Parce que qu'est-ce qu'ils font ces jeunes sur ces plateformes-là? Eh bien, ce n'est pas des choses toujours orthodoxes hein, ou catholiques, si vous préférez. D'accord? Donc, je pense que ce sont les mêmes craintes qui aujourd'hui se sont amplifiées avec l'apparition de l'IA, pratiquement. Donc, je pense qu'il y a d'abord un travail d'éducation qui doit être fait, mais ça, il doit être fait depuis la maison avec les parents ou par les parents. Inculquer certaines valeurs à leurs enfants. La capacité à savoir gérer son temps de manière efficace. La capacité à prioriser ses tâches ou ses activités. Et cette même capacité à donner la priorité aux choses les plus importantes, j'en suis persuadé, pourra aider ces jeunes par rapport à l'usage de l'IA. Aujourd'hui, certaines plateformes sont limitées hein, par rapport à l'âge. Il y a des âges, il y a des âges en deçà desquels on peut pas avoir un compte. Mais vous savez que qui va être là pour vérifier? Aujourd'hui, il y a des plateformes d'IA qui aujourd'hui sont capables, même si un adolescent, mais qu'il a un âge majoritaire, 18, 20 ou 25 ans, l'IA est capable, par ses échanges avec l'individu, de savoir exactement la tranche d'âge dans laquelle se trouve cette personne et de s'auto-bloquer ou bien de l'empêcher. Mais bon, mais moi je pense qu'en amont de tout ça, il faudrait que les parents à la maison, les aînés, les grands frères comme vous, par exemple, qui avez pris la parole, qui êtes conscients que vous puissiez inculquer ça maintenant aux enfants, à vos jeunes frères, à vos jeunes sœurs, à vos neveux, à vos nièces. Ce ne sera pas facile parce que les IA aujourd'hui sont accessibles depuis n'importe quelle tablette, depuis n'importe quel smartphone, depuis n'importe quel ordinateur. Or, nous savons que les smartphones aujourd'hui, je pense que ça a été même le sujet d'un débat lors de la rentrée académique cette année, la rentrée scolaire. L'interdiction des tablettes ou des smartphones à l'école, c'est pas pour rien. Parce que les jeunes aujourd'hui passent beaucoup trop de temps sur ces appareils-là et ça fait qu'ils ont peu de temps à se consacrer aux études, à la concentration, à la lecture. Beaucoup ne lisent même plus d'ailleurs. Donc, ce sont des questions importantes et très importantes, hein, monsieur, que vous avez posées. Vos craintes sont légitimes, mais il y a un travail de conscientisation, si je puis dire, qui doit être fait depuis la maison, depuis les parents, avec les parents, les aînés, les frères, les sœurs, etc. Et aussi, naturellement, des sensibilisations, comme c'est le cas, par exemple, à travers ce type de conférences et de webinaires. D'accord. On prend deux, trois autres questions.
avant de clôturer. Et c'est certain. Il y a Ousmane Kane qui demande comment faire pour mieux utiliser les IA malgré notre manque de culture pour acheter des outils IA. Il faut d'abord commencer par s'informer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi se former. On ne peut pas utiliser efficacement un outil si on ne connaît pas. Je ne dis pas maîtriser, mais si on ne connaît pas en tant soit peu, il faut d'abord se former. Il faut se former. Ça, c'est la base. Et c'est ainsi qu'on saura réellement comment interagir avec les IA en général. On saura quel type d'informations il ne faut pas donner à l'IA, quel type de questions il ne faut pas lui poser. On saura en fait, si vous voulez, réduire les informations qu'on donne à l'IA en mettant de côté nos informations ou plutôt nos données personnelles, entre autres. Bonjour, est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Merci beaucoup, Aïcha. Et merci beaucoup, professeur, pour la présentation. C'est hyper important à ce niveau. Moi, euh, en fait, tout ce qui me préoccupe souvent, c'est la sécurité, la protection de nos données avec l'IA, parce qu'on sait que l'IA, ça demande parfois des données sensibles et on ne sait pas ces données-là où ils vont être stockés après. On ne sait pas également ce qui va se passer avec toutes ces données-là que nous mettons à l'IA. Parfois, c'est des données qui sont en rapport avec notre santé, parfois avec notre vie professionnelle, parfois avec la famille. Donc, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour limiter les dégâts et les conséquences que cette IA-là pourrait avoir sur nos données? Comment on peut l'utiliser toujours en n'ayant pas être quelqu'un de fragile par rapport à ça? Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Merci également pour vos compliments. Votre question elle est très importante. Effectivement, si vous l'avez remarqué, euh, j'ai parlé au moins à deux reprises, voire trois, de la protection des données. Moi, pour faire simple, ce que je dis souvent quand on me pose cette question-là, je dis simplement, pour savoir, les gens qui posent la question, pour savoir qu'est-ce que je dois donner comme info, qu'est-ce que je ne dois pas donner, je dis simplement ceci. Lorsque vous doutez ou lorsque vous craignez que telle ou telle information sur vous ne tombe entre de mauvaises mains, ces infos-là, ne les donnez pas. En fait, ça paraît trivial, ça paraît banal, mais ça peut tellement sauver. Lorsque vous craignez que telle ou telle donnée ou information que l'IA vous demande ou bien que n'importe quel appareil, parce qu'on parle d'IA aujourd'hui, c'est vrai, mais beaucoup de logiciels aujourd'hui ou de plateformes qui ne sont même pas d'IA nous demandent parfois des données, des informations qu'on donne systématiquement parce qu'on se dit, bon, de toute façon, sans ça, je ne peux pas utiliser cet outil ou bien cette plateforme. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, alors qu'avec les IA, c'est exactement ce qui se passe. Souvent, on nous pose des questions. Par exemple, quand je prends ChatGPT, il y a l'option personnalisation de sa plateforme ou bien de son IA. On peut dire ce qu'on est, ses préférences, son profil professionnel. On peut dire des choses, de nombreuses choses à son sujet, à notre sujet à nous-mêmes, je veux dire. Mais est-ce que toutes ces informations-là sont vraiment nécessaires pour utiliser l'IA comme nous voulons l'utiliser? C'est la question qui se pose. Donc, moi, de manière très simple, ce que je fais, après, bon, c'est une suggestion. Lorsque je crains qu'une donnée ou une information me concernant tombe entre de mauvaises mains, quand je peux éviter de la donner, j'évite. Ou avant de la donner, je m'assure vraiment de l'usage qui potentiellement pourrait être fait de ça. Et encore que là, on peut être sûr à 100%, parce que souvent ils nous disent que non, vos données ne sont pas utilisées pour améliorer nos systèmes, ou même, etc., etc., mais au fond, ils utilisent. Et parfois même, ils disent que, OK, on ne touche pas à vos données personnelles, et dans d'autres trucs, dans d'autres conditions, ils disent que bon, pour telle chose, vos données pourraient potentiellement être utilisées pour pouvoir améliorer le système. Bon, vous voyez un peu, c'est assez délicat. Et c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps que les gens prennent le temps de lire, parce que souvent ces conditions-là sont en très petits caractères, c'est assez difficile à lire pour des personnes comme moi qui portent des lunettes, c'est assez compliqué. Non, plus sérieusement, le principe, c'est ça. Si vous craignez qu'une donnée vous concernant tombe entre de mauvaises mains, ne la fournissez pas, si c'est possible de ne pas la fournir. Monsieur Sadio, on prend une autre question ou bien? Oui, on peut prendre une dernière question, oui. Attends, il y a des questions sur le chat. Ok, moi je ne vois pas les autres questions parce qu'en fait, il y a mon réseau qui n'est pas stable. S'il y a une autre question, quelqu'un d'autre a une question? Oui,
Oui, allez-y, Madame Sangaré. Bonjour tout le monde, je suis Minata Sangaré depuis la République de Guinée. Bon, pratiquement, je n'ai pas de questions parce que mes questions ont été toutes répondues. Donc, pour moi, c'est d'abord féliciter M. Abraham pour la qualité de la présentation et vous aussi vous remercier pour l'initiative. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Sangaré Minata. Alors, Aïta, je vais rapidement vous parler de Minata. On se connaît depuis l'année dernière, ça fait pratiquement un an. Elle œuvre, comme elle a dit, en République de Guinée, en Guinée-Conakry, et elle œuvre beaucoup pour tout ce qui est droit des femmes, voilà, tout ce qui est genre, quoi. Et très active, hein, vous la retrouverez très facilement sur LinkedIn, par exemple. Elle fait de très nombreuses choses, mais naturellement, elle s'intéresse aussi à l'IA parce que elle a compris, l'IA est en train de modifier amplement tous les secteurs et elle s'y intéresse depuis l'année dernière. Elle suit souvent les interventions que je fais sur l'IA. Et donc, je dis merci beaucoup, Minata, pour votre présence et ça fait toujours plaisir de vous avoir avec nous durant nos événements. D'accord, merci Minata. Encore une dernière question. Là, il y a Cham qui demande, je crois qu'il est parti de Cham. Anyways. Il y a, Et Cham, il y a moi aussi qui demande si c'est possible. c'est une bague sec. Ok. Oui. Ok, on prend ta question. Après, on prend la dernière de Cham. D'accord, en tout cas, merci. Merci pour la parole. Merci, monsieur Abraham aussi, pour cette belle présentation. Bon, moi, je vais juste partir de l'IA en rapport avec la santé, puisque je suis doctorant dans ce domaine. Donc, ça va beaucoup m'aider de savoir comment maintenant, pour traiter les données que vous collectez au niveau des patients dans les hôpitaux, tout en respectant les normes de la RGPD, bien sûr, comment ça va se faire? Puisque là, pour faire le traitement de ces données-là, vous avez besoin de faire la collecte directement au niveau de ces patients. Vous les utilisez, vous utilisez l'IA maintenant pour faire la prédiction, par exemple, d'une telle maladie, c'est-à-dire, il vous dit, il s'agit du cancer, ou bien il vous dit, il s'agit d'un tumeur. Maintenant, comment vais-je faire, moi, qui va faire ces collectes-là, sachant que je dois respecter la norme de ces RGPD-là en utilisant l'IA? Merci. Merci beaucoup à vous pour votre contribution, votre question et pour vos compliments. Alors, déjà, pour ce qui est lié à de la santé, ce n'est totalement pas mon domaine. Déjà, je préfère être franc dès le départ, ce n'est pas mon domaine. Par contre, ce que je peux dire, pour ce qui est en fait la protection des données personnelles, alors généralement, il s'agit de quoi? Il s'agit des deux tels que le nom, le prénom, l'âge, etc., etc. C'est ça en fait principalement qui sont les données les plus sensibles. Quand, là, vous avez pris le cas par exemple du cancer. Le cancer, justement, il y a des IA qui permettent aujourd'hui, en analysant certains clichés de cellules atteintes, ou même pas encore atteintes, les IA sont capables de prédire avec un taux de précision assez élevé, un pourcentage assez élevé, sans se tromper bien sûr, que tel ou tel patient dont la photo a été, ou les clichés ont été analysés par l'IA, pourrait potentiellement être atteint de cancer d'ici 3, 4, 5, 6 mois, etc. Parce qu'en fait, on parle de cancer quand il y a les symptômes sont là, principalement. Mais il y a des IA aujourd'hui qui sont capables, bon, je dis aujourd'hui, mais ça date déjà d'au moins, on est en 2026, d'au moins, je pense, 10 ans, hein, si je ne me trompe pas, qui sont capables de prédire l'apparition des premiers symptômes du cancer chez un patient juste en analysant les clichés. Alors, peut-être, là, je m'avance avec précaution, peut-être que vous pourriez demander, n'est-ce pas, qu'on appelle ça encore, aux hôpitaux vers lesquels vous vous dirigez pour collecter des données, juste peut-être, dans le cas précis du cancer, des images, sans pour autant qu'on vous donne forcément les noms, prénoms, etc., etc. Bon, j'avance juste là. Je veux juste dire qu'il se pourrait qu'on vous donne quand même des informations ou bien des clichés, des données qui vous permettent de faire des tests, des prédictions grâce à des algorithmes, sans pour autant que vous ayez besoin de données aussi sensibles que les noms, prénoms, etc., à qui appartiennent ces clichés-là. Enfin, c'est une supposition. Après, je pense que vos encadrants ou ceux qui vous encadrent
en compagnie, en collaboration avec les hôpitaux ou les responsables des hôpitaux vers lesquels vous dirigez, appuyé aussi par les principes et les règles de RGPD. Je pense que tout ça combiné pourrait également vous guider pour que vous sachiez exactement comment faire pour collecter ces informations tout en respectant naturellement les données personnelles des patients. Parce que naturellement, ces données-là sont sensibles, elles sont personnelles et elles sont confidentielles. Elles sont protégées par ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore? C'est moins d'hypocrisie. Non, vous pouvez rappeler le monsieur, comment on appelle ce type de règle-là encore en Je- rapport avec la. C'est les normes de la RGPD, si je ne me trompe pas. Oui, mais je parle dans le domaine médical carrément maintenant. Les données des patients sont classées en fait. J'oublie le nom de la classification, mais en fait, il y a une classification qui est faite pour montrer qu'on peut pas, c'est classifié en fait. Même à un proche, on ne peut pas donner ces informations-là en fait. C'est de ça que je Ah, parle. d'accord, d'accord. Bon, je retiens au terme dont vous parlez, franchement. Voilà, voilà. Donc, bon, voilà modestement ce que je pouvais dire, hein, mais bon, je sais que c'est pas vraiment top top, c'est pas extraordinaire ce que j'ai dit parce que c'est un domaine, excusez-moi, que c'est Merci, un merci, domaine que je ne merci, maîtrise pas. merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Mhm. Euh, bon, merci, Serigne Bakesek. Donc, la dernière question, c'était quoi? Comment voyez-vous l'IA et la créativité humaine collaborer dans les années à venir? Bon, dans les années à venir, ben, ça a déjà commencé, hein. Ça a déjà commencé. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les IA agentiques sont utilisées pour optimiser la productivité dans différents domaines, hein, dans le domaine des RH, dans le domaine du marketing digital, dans le domaine de la communication, et même dans le quotidien classique, hein, lecture de mails, réponses automatisées à des mails, etc., par rapport à leur contenu, tout ça, c'est géré aujourd'hui par les IA agentiques. Naturellement, c'est pas tout le monde qui va faire ça parce que c'est un domaine quand même assez qui demande une certaine rigueur, une certaine logique, une certaine démarche par rapport au concept de programmation en général. Mais en réalité, c'est en fait chacun devrait se positionner pour voir comment moi, par rapport à mon métier, l'IA peut m'aider. D'abord, cette démarche d'abord qu'il faut faire et ensuite maintenant voir comment l'utiliser de manière à augmenter sa productivité, de manière à vraiment travailler efficacement en toute collaboration. D'accord, c'est bon, Monsieur Sadio. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci à tous les participants pour leurs questions, leur présence. Merci à vous, Monsieur Sadio, pour Merci beaucoup. la pertinence de ce webinaire-là. Merci pour la générosité. C'est comme je l'ai dit depuis que je vous connais. Monsieur Sadio, il est très généreux. Machallah. Merci beaucoup pour tout. Bon, Merci. Merci aussi c'était pour l'invitation et la vraiment confiance. riche. Uh-huh. Je dis merci aussi pour l'invitation et la confiance également. Ouais, c'était un plaisir. On n'a pas regretté. C'était un moment vraiment très, très intéressant pour tous. Parce que, Merci beaucoup. bon, on utilise tous l'IA, hein, mais souvent, on ne sait même pas comment l'utiliser. Il y a beaucoup de gens qui sont dominés par l'IA, hein. Là, on voit que l'humain est l'IA, mais il faut le dire, il y a beaucoup de personnes qui sont dominées par l'IA parce que on, on est dépendant de l'IA. Il y a des gens, si ChatGPT aujourd'hui ne fonctionnait pas, ouf, ça allait être chaud parce que on est trop dépendant de ces IA-là. Donc, merci vraiment de nous avoir euh, Euh, éclairci moi, sur ce sujet-là. Bon, là, c'est le ramadan. Moi, là, bon. Merci, M. Sadi. Aïcha, C'est tout ce que je veux dire. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Aïcha, tous. s'il vous plaît, au mot que je voulais peut-être dire au docteur. Bon, je suis désolé pour prendre la parole, mais c'est juste pour lui dire que, euh, en fait, tant que vous pouvez également continuer à aider la jeunesse, la population à être vraiment consciente des enjeux et comment l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait, qui est le plus important.
on ne peut plus vivre sans utiliser IA parce que ça fait partie de notre vie actuellement. La personne qui ne l'utilise pas, elle va se voir tellement dominée par les autres que ça fait partie de la vie au quotidien. C'est comme manger et boire. Donc, la vraie question, c'est comment l'utiliser pour vraiment être productif, compétitif et également continuer à vivre sans pour autant vraiment perdre ses capacités. Donc, je vous demande encore une fois, je sais que vous le faites et continuez s'il vous plaît à aider les populations à être vraiment conscientes de ça parce que dans les pays les plus développés, c'est là où ils nous devancent un peu. Ils l'utilisent, en fait, ils ne peuvent pas se passer de cette IA partout dans leur travail, dans leurs études, mais aujourd'hui, ils parviennent un peu à maîtriser, en fait, comment ils l'utilisent, dans quel sens, pour être vraiment toujours au top. Donc, tant que vous pouvez faire, peu importe les initiatives, dans les universités, dans les écoles, dans les conférences, partout, continuez à œuvrer dans ce sens parce que ça peut être important pour nous également. Merci beaucoup vraiment pour ça. Merci infiniment pour cette exhortation que vous me faites. Ça me touche énormément parce que c'est effectivement mon cheval de bataille, c'est effectivement ma mission, la mission que je me suis donnée à moi-même. Je pense que Aïta pourra vous le confirmer. On s'est connus, Aïta et moi, en décembre 2024. Et c'est justement dans cette dynamique-là, c'est dans cette dynamique-là, dans ce contexte-là qu'on s'est connus, hein, autour d'une série de formations qui étaient proposées à des jeunes, hein. Il y en avait des centaines. Et effectivement, je le fais au niveau de différentes universités. Je suis très souvent en déplacement pour des conférences. Là, je devais aller à Gaston Berger, mais finalement, ça a été reporté. Dans quelques semaines, je serai à Centrale Polytechnique à Dakar. Bref, parce que là, moi, je réside à Ziguinchor, hein, et je le fais aussi au niveau de Ziguinchor. Alors, si Aïta me le permet, pour ceux qui voudraient me suivre, justement par rapport à la vulgarisation, à la sensibilisation, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle l'Agora du Polymath. C'est aussi le même nom pour ma chaîne TikTok que j'ai ouverte il y a pas longtemps. Donc là, je partage mes conférences, mes interventions à la télévision, etc. Pour ceux qui voudraient me suivre, parce qu'effectivement, en plus de le faire comme ça, c'est bien de garder des traces pour ceux qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de suivre ces interventions en présentiel ou alors en ligne. Donc voilà, merci beaucoup, hein, pour cette exhortation, cet encouragement. Merci une fois de plus à tous les participants, à ceux qui ont posé des questions, comme à ceux qui n'ont pas eu le courage, peut-être l'opportunité de le faire. Merci aussi à Aïta pour cette belle initiative et on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Merci. D'accord, nous vous invitons tous ce samedi pour un workshop sur la production de visuels et de vidéos avec l'IA. Et n'oubliez pas de nous suivre sur LinkedIn, Facebook et X sous le nom de AIEB Sénégal. Merci. Merci, M. Sadio. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao.